la musique m'a vraiment interpellé aussi, parce que c'est vrai qu'elle guide tout le film. Et moi, avec ce que vous avez dit au début, Audléa, c'est vrai qu'il y a un prétexte, à mon avis, qui est au début, qu'on voit à la fin aussi, avec le discours qui est tenu. Moi, j'aimerais savoir, justement, parce que c'est vrai qu'on le perd peut-être un petit peu tout le long, parce que est-ce que vous avez eu un cahier des charges, puisqu'on voit qu'il y a Netflix qui est dans le coup, avec certaines scènes, et qu'est-ce qui a été le déclencheur pour raconter cette histoire? Parce que, voilà, qu'est-ce qui a fait qu'à un moment donné, vous êtes dit, voilà, on est en danger? Comment on va parler de science-fiction, mais en même temps tout quand même en interpellant aujourd'hui notre futur proche, quoi. Elle est plurielle, votre question, donc je vais essayer d'y répondre dans l'ordre, en partant du générique. Il faut juste savoir une chose, c'est que c'est un combat d'ailleurs sur lequel on s'est rencontrés quasiment avec Bertrand, de comment faire entrer les plateformes dans notre économie du cinéma. Et il y avait deux choix à ce moment-là, pendant les années Covid, là, au pré-Covid. C'était soit de se faire manger par les plateformes, soit les intégrer au modèle. Et donc aujourd'hui, Netflix a des obligations. Et une de ces obligations, à peu près comme Canal+, on ne va pas rentrer dans les détails, mais doit financer le cinéma. Donc des films qui sortent en salle. Et ça doit être un des premiers films, je crois qu'il n'y en a pas eu... Enfin, ma productrice, je ne sais pas où, mais on était dans les premiers films qui ont bénéficié de Netflix comme un partenaire de cinéma. Par ailleurs, ça a été les partenaires les plus simples de la Terre. Donc pas de cahier des charges ni rien, on les a vus un quart d'heure pour financer le film, et ils sont venus voir le film et ils nous ont dit super, on prend le film comme il est. Là-dessus, j'ai pas du tout, on n'a pas été traité forcément de la même manière qu'un Netflix qui mettrait 20 millions pour faire un film sur sa plateforme, où là ils sont maîtres à bord, ils sont producteurs, diffuseurs, là c'est pas le cas. La deuxième chose, c'est que c'est aussi un générique. Vous avez vu Studio Canal qui en fait a racheté 2 de nos partenaires, ce qui est beaucoup sur un film comme ça. Donc ça fait des gros partenaires, mais on n'est pas vraiment un film. On est devenu un film Studio Canal, mais à la base c'était OCS et Orange Studio, et les deux ont été rachetés par Studio Canal l'année dernière. Donc non, pas de cahier des charges. C'est un film de cinéma indépendant, donc avec la même liberté avec laquelle Bertrand travaille. Ça c'est la première chose. Par contre, il y avait quand même, dès le départ de ce projet, l'idée d'imposer, de se dire, ok, à un moment donné, les imaginaires militants quels qu'ils soient, féministes, de la lutte écologiste, ou voilà, sont toujours des films à la marge, très souvent cantonnés à la marge, et ont du mal à accéder au centre. Et comment on fait pour essayer de rentrer dans ces imaginaires-là, d'arriver à convaincre Netflix, ou convaincre un studio Canal, de se mettre à une table pour faire de la SF au féminin, où les personnages principaux vont être des éco-terroristes et une réfugiée irakienne en situation quasi irrégulière. Et ça, c'était notre pari à nous, productrices, réalisatrices, de dire on peut y arriver, mais il va falloir être maligne et trouver un moyen dans le récit, une forme, une façon de le faire qui permet d'y parvenir. Et ça a été tout le chemin de penser entre forme et fond, et travailler sur le côté, c'est ce qu'offre pour moi la science-fiction, c'est d'être réflexif et de pouvoir être aussi divertissant, et d'arriver à faire marcher ces deux choses-là ensemble. En fait, c'est pas tant que je me sois rapprochée des choses, c'est moi je suis née en fait à équidistance entre Notre-Dame-des-Landes et Sainte-Soline. Et je sais pas si c'est une chance, mais en tout cas, j'aime pas trop le mot de réchauffement climatique, je trouve que c'est un peu de la foutaise de penser les choses par ce biais-là, mais en tout cas, ce que c'est que la pollution, et d'avoir vu le paysage de mon enfance être complètement déglingué dans mon temps de vie, donc pas en lisant les rapports du GIEC ou en regardant, je sais pas, en m'intéressant à la chose, c'était devant chez moi, c'était chez moi en fait. Et je pense que ça a forcément joué sur l'environnement dans lequel j'ai grandi. Autour de moi, les gens sont engagés, c'est pas qu'ils sont activistes ou militants, mais c'est juste comment vivre et continuer de vivre sur des territoires complètement bousillés par l'agriculture intensive, où c'est empoisonné en fait, c'est même ça le mot, qui fait que tout le monde se transforme en éco-terroriste par chez moi. C'est clairement des profils, c'est tellement une intelligence politique grave et cynique d'associer le mot terroriste, qui est une notion contre laquelle on est tous vent debout, et de l'associer à des gens, c'est les seuls d'ailleurs à qui on l'associe pour le moment, les gens qui œuvrent pour essayer de protéger l'environnement, donc les soulèvements de la Terre par exemple,
D'ailleurs, Léna Lazare, une porte-parole des Soulèvements de la Terre, faisait le débat aux dernières projections, dernière avant-première qu'on a fait. On a décidé de le faire en se rapprochant des Soulèvements de la Terre. Mais tout ça pour dire quoi? Pour dire que ce glissement, en tout cas, c'est vrai que le démarrage du film, c'était partir de la première inspiration. J'aurais pu répondre ça tout à l'heure. C'était partir de Vladimir Poutine et de sa façon d'avoir étendu la loi contre le terrorisme à toute forme d'opposition politique en Russie. Et que ce glissement-là d'un pays qui a le droit de veto à l'ONU avant même sa guerre en Ukraine et tout ça, et que ça ne nous ait pas mis, nous, non seulement ça ne nous a pas inquiétés, mais la Russie a une forme d'influence sur toute une vie politique européenne, où cette notion, et la loi en France contre le terrorisme, elle est très facile à manœuvrer ou à étendre. C'est une notion... on risque d'en réentendre parler dans notre temps de vie, voilà. Et je crois ça, et visiblement, dans le collimateur, ce sont aujourd'hui des gens qui sont là pour essayer de défendre l'environnement dans lequel ou en tout cas protéger l'environnement dans lequel ils essaient de vivre et d'élever leurs enfants. C'est une question pour Bertrand Bonello. Moi, j'aimerais savoir la musique, quelle place prend-elle dans votre vie? Parce que c'est vrai qu'on vous connaît comme réalisateur. Est-ce que vous pensez toujours musique, même quand vous faites un film? Et voilà, j'aimerais savoir justement cette place qu'elle occupe dans votre vie. Parce que c'est vrai que c'est essentiel, et c'est vrai que là on sent qu'elle colle complètement au film, et on n'est pas un peu frustré de faire que des musiques pour les autres et de ne pas donner son avis. Voilà, donc est-ce que c'est plus facile, plus difficile de séparer les deux? La musique, c'est mon premier métier en fait, c'est mes premiers amours. J'ai fait beaucoup de musique enfant, puis quand je suis arrivé à Paris, j'étais ce qu'on appelle musicien de studio, donc je jouais pour différents artistes sur scène ou en studio. Puis après j'ai bifurqué vers le cinéma, mais ça reste quand même la chose que je connais le mieux, que je ressens le mieux, mais parce que je l'ai appris tellement enfant, il y a quelque chose de plus instinctif que le cinéma qui me demande quand même une réflexion. Donc après j'ai réussi à mélanger mes deux amours qui sont la musique et le cinéma en faisant la musique de mes films. Donc là, comme je dis, c'est la première fois que je fais la musique pour quelqu'un d'autre. Non, c'est pas frustrant. Là, ce qui était l'enjeu pour moi, c'était de me mettre au service de quelqu'un. Quand je fais la musique pour moi, évidemment, je m'entends bien avec le metteur en scène, il n'y a pas de problème. Là, c'était essayer... Parce que, comme je disais, parler de musique, c'est compliqué. On peut très bien... Tout le monde peut parler d'une image. On peut regarder une image et tout le monde est capable de décrire cette image. Mais décrire un son, c'est beaucoup plus compliqué, c'est beaucoup plus abstrait à moins de rentrer dans quelque chose de très 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 technique. Donc comment essayer de comprendre quels seraient les sons qui pour Odléa seraient ceux du film. Donc voilà, c'était ça un jeu, mais il n'y a pas de frustration, il y a juste essayé d'être le plus possible à l'écoute pour proposer ce qui conviendrait le mieux au film. Et c'est vrai que c'est un film, quand je l'ai lu, et encore plus quand je l'ai vu la première fois, de la même manière qu'il est fait pour créer des images, il est fait aussi pour créer du son. Donc moi ça m'intéressait beaucoup de m'immiscer là-dedans et avec une idée quand même que le son allait pas la musique ou le son, enfin je mélange un peu les deux volontairement, n'allait pas faire de l'illustration, mais allait raconter quelque chose, essayer de servir le script, pas juste une bande son en fait. Juste, je rajoute, quand vous pensez image ou vous pensez musique? Instinctivement, je pense beaucoup musique, mais même quand je fais un film à moi, je le pense musicalement, mais c'est parce que j'ai su lire les notes avant de savoir lire les lettres. J'ai fait de la musique depuis que j'ai 4 ou 5 ans, donc c'est plus instinctif. Donc je pense que je pense plus musicalement, même quand je fais des images. Merci. Moi j'ai l'impression d'avoir passé volontiers, je rajoute, toute ma vie de l'enfance jusqu'à il y a quelques années à m'identifier à des personnages d'hommes qui sauvent le monde, souvent des hommes blancs qui sauvent le monde, et fan de SF, aussi de littérature, c'était aussi le cas en littérature, globalement il n'y a pas beaucoup de littérature de femmes en science-fiction. Et j'espère vraiment qu'on peut, non pas seulement pour des questions de représentation, c'est juste de renverser et se dire qu'une société entière peut maintenant s'identifier aussi à des personnages de femmes et des personnages pas blancs qui peuvent sauver le monde tout autant. Et je trouve ça intéressant ce renversement de
créer ce que j'appellerais une balance bien équilibrée. En fait, on parle de science-fiction et tout, mais c'est aussi un film de prison. Et c'est rare que les films de prison soient... bon, et après, je pense que oui, il y a un côté très claustrophobe chez moi, par nature. Donc et c'est vrai que c'était l'idée, quoi, d'être étouffant dans ce film. Après, sur ces questions d'espoir, je crois que ça renvoie à chacun d'entre nous, en fait. Moi, je trouve ça... Enfin, ça me donne de l'espoir de me dire que malgré la difficulté des situations de par le monde ou des situations de sa propre vie, il y a quelque chose qu'on peut pas éteindre, c'est les liens qu'on peut créer les uns avec les autres. Et ça c'est la seule chose que j'ai l'impression qu'on peut encore maîtriser dans les mondes qui, on va le dire positivement, les mondes qui glissent. Voilà. On vous dit au revoir à toutes, au revoir à tous, et on se retrouve en 2025, le premier mercredi de l'année. Donc ce ne sera pas le 1er janvier, mais ce sera le 8 janvier. Les gens disent à chaque fois qu'il faut consommer sans modération. Moi c'est vraiment aucune modération pour consommer. Hein. Consommer énormément cette émission. Juste c'est énorme, ciné-zoom. Zoom Ciné, une production de Ciné-Zoom. Zoom Ciné est une mission. Une émission hebdomadaire diffusée sur Radio Soleil Provençal, www.radiosoleilprovençal.com et présentée par Gérard Chargé. Ma mission, et je l'accepte, sera de vous retrouver chaque mercredi. Ce message ne s'autodétruira pas.